lendemain des attentats de janvier, une réflexion collective a été lancée par le Premier ministre pour chercher des pistes et définir les dispositions adéquates de lutte contre le terrorisme. La proposition de loi sur la perte de la nationalité française et le crime d'indignité nationale est une des 12 mesures phares prônées par l'UMP pour lutter contre le terrorisme. Le gouvernement, lui, a préféré, et je crois que c'est important de le rappeler, a préféré agir. Il a décidé d'abord de renforcer le renseignement. Les moyens humains et matériels des services de lutte contre le terrorisme vont être accrus. 1400 emplois seront créés au ministère de l'Intérieur dans les 3 ans, dont 1100 pour le renseignement intérieur. 530 personnes seront recrutées également en 2015. Le gouvernement a décidé aussi de renforcer les effectifs à la justice, à la défense et à Bercy. 950 nouveaux emplois seront créés dans les 3 ans et répartis entre les juridictions, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Les services du ministère de la Défense et des Finances qui participent à la lutte contre le terrorisme ou les trafics alimentant les réseaux bénéficieront également d'un renfort en personnel. 250 au ministère de la Défense et 80 au ministère des Finances, dont 70 pour les douanes. Le gouvernement a aussi décidé d'augmenter les moyens, 736 millions sur 3 ans. Il a également décidé de renforcer et d'encadrer nos services de renseignement. Nous avons, en commission des lois, fini l'examen du projet de loi présenté par le gouvernement. Le gouvernement qui a aussi décidé de lancer des programmes de déradicalisation et de lutter contre la diffusion de messages terroristes sur Internet avec, je le rappelle, la mise en place d'une plateforme de signalement qui a commencé à fonctionner. Il a décidé également d'approfondir la coopération internationale et notamment européenne. Et enfin, je crois que mon collègue tout à l'heure l'a rappelé à la tribune de l'Assemblée nationale, puisque c'est une nécessité, le gouvernement a aussi relancé la mobilisation contre le racisme et l'antisémitisme. L'Assemblée nationale s'était déjà prononcée sur une proposition de loi de l'UMP similaire, visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées et de police. Le débat, nous l'avons déjà eu en grande partie. Le Premier ministre a également missionné Jean-Jacques Urvoas et Philippe Bas, les présidents des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour réfléchir à la question de l'indignité nationale. Le travail conduit par notre président de la commission des lois, remis au Premier ministre, est de qualité, équilibré. Il a été salué par l'ensemble de notre commission, si mes souvenirs sont bons. Il est néanmoins un refus sans appel de réhabiliter dans notre droit une telle mesure, qui a une période de vie très courte d'ailleurs, dans l'immédiate après-guerre. Réactiver une telle incrimination risquerait, et je cite, d'alimenter la martyrologie djihadiste et d'aller ainsi à rebours de l'effet recherché, car cette sanction serait vécue comme une confirmation glorieuse de la non-appartenance à la communauté nationale. Il faut donc s'épargner l'absurdité d'une telle situation, car à rebours même de l'effet recherché, donc, la crainte d'être frappé de dégradation civique ne détourne pas les terroristes de la préparation et de la commission de leurs actes. Le texte qui nous est soumis prévoit la perte de nationalité française après simple avis du Conseil d'État pour tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français. Le texte prévoit aussi une peine de dégradation nationale. Chers collègues, dans ce texte, la déchéance de nationalité, a fait place à la perte de nationalité. Je ne suis pas sûr que cette astuce change quoi que ce soit à l'économie globale du texte. Et dans cet esprit-là, je partage en tout point les propos de Madame la Ministre. La déchéance de la nationalité, je le rappelle, étant applicable qu'aux Français ayant acquis la nationalité française, dans cette seconde proposition de l'UMP, une procédure de perte de nationalité a été substituée à la déchéance pour que les Français binationaux, nés français, ou bien ayant acquis la nationalité française, soient tous concernés. On ne peut rendre apatrides, cela a été rappelé, les Français qui n'ont pas de double nationalité, mais ils pourraient être, eux, sanctionnés pour un crime d'indignité nationale. Je rappelle que l'article 1er de la Constitution stipule que tous les Français sont égaux, sans distinction d'origine. D'ailleurs, dans une récente décision datée du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu une nouvelle fois l'atteinte au principe d'égalité entre Français lorsque la procédure de déchéance est appliquée. Et tout en validant la constitutionnalité d'une déchéance, cette décision a insisté à nouveau sur la nécessité d'un délai relatif à la date d'acquisition de la nationalité et de la commission des faits reprochés et sur des motifs exceptionnellement graves. Sans surprise,
Les sages ont réaffirmé la jurisprudence de 1996 tout en contrôlant l'application des principes de nécessité et de proportionnalité de la peine. La perte de nationalité se présente, à la différence de la déchéance, comme une mesure générale s'appliquant à tous sans distinction. Dans les faits, ce ne serait pas le cas. Reste que la question est de savoir comment sanctionner ces terroristes et si ces moyens parviendront à les dissuader. Chers collègues, s'il n'y a aucun obstacle juridique au rétablissement d'un crime d'indignité nationale et donc à la peine de dégradation nationale, le rétablissement du crime d'indignité nationale me semble une réponse dérisoire, vaine et inadaptée face au terrorisme nouveau. En somme, cette réponse pénale me semble totalement inopérante. La commission des lois a pris en considération cette réflexion et a donc écarté le crime d'indignité nationale en adoptant, monsieur le rapporteur l'a rappelé, mes amendements de suppression. Pensez-vous sérieusement que le candidat terroriste, notamment djihadiste, qui aspire au martyre, puisse craindre une loi qui l'empêcherait de voter ou d'être élu, encore de devenir fonctionnaire, notaire ou banquier? Si tel était le cas, l'article 131-26 du Code pénal, avec l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux, serait suffisamment dissuasif. Le dispositif proposé par l'UMP s'appuie ouvertement sur l'ordonnance du 26 août 1944, prise à la Libération contre les collaborateurs de Vichy. Et selon l'historienne Anne Simonin, qui a inspiré les travaux de notre président de la commission des lois, 98 436 personnes avaient alors été condamnées pour indignité nationale, alors que 54% des personnes poursuivies avaient été acquittées. Mais ce dispositif a été abrogé en 1951 et les peines infamantes ont finalement été retirées du Code pénal en 1994. Ce crime d'indignité nationale entraînerait une privation de droits civiques, familiaux et patrimoniaux, une disparition comme personne juridique, une mort civile, sans le droit de voter, d'exercer toute une série de professions, une incapacité quasi absolue et la confiscation générale des biens présents et à venir, une incapacité de recevoir des héritages, de transmettre, une interdiction de résidence. Par ailleurs, ce crime d'indignité nationale représentait à l'époque, je le rappelle, le remplacement rétroactif d'une peine plus lourde, la peine de mort pour ce crime d'intelligence avec l'ennemi et de lèse-nation. Et puis, rappelons-nous, la déchéance de la nationalité a également été instituée par le régime de Vichy le 23 juillet 1940 et a entraîné la perte de nationalité de 446 personnes, dont le général de Gaulle, René Cassin ou Pierre Mendès France. L'histoire nous enseigne donc que ce dispositif peut aussi tomber entre des mains de régimes scélérats. Chers collègues, la tentation est forte d'avoir recours à des dispositifs symboliques, sans efficacité aucune. Or, la meilleure réponse est de réaffirmer, et cela a été dit très brillamment par Madame la Ministre, la valeur de notre droit, d'autant plus que notre Code pénal prévoit déjà des mécanismes assez proches avec la privation des droits civils, civiques et familiaux, les interdictions professionnelles ou sociales, c'est l'article 131 alinéa 28, ou encore l'assignation à résidence. Se référer à l'histoire de la République est toujours utile. Et comme le souligne Jean-Jacques Urvoas dans son excellent rapport, le fait de créer des non-sujets de droit ne peut être qu'une mesure inopérante en la matière. Se référer à l'histoire doit nous conduire à une réflexion sur l'efficacité et la pertinence des mesures proposées et doit nous éviter de légiférer sous l'emprise de l'émotion, sous le coup des événements. Merci.